Bonjour. Comme promis, nous allons commencer avec Le tricheur à l'as de carreau de Georges de La Tour, que j'avais assimilé aux artistes français. C'est vrai maintenant, mais il n'était pas français à la naissance, bien que né en Lorraine. En 1593, lorsque de La Tour voit le jour, la Lorraine était un duché indépendant, extrêmement riche et puissant. D'ailleurs, par sa peinture, le fils de boulanger deviendra un bourgeois doté de titres assimilés à la noblesse. Tout s'effondre pour la Lorraine en 1633, lors de l'occupation française. 5 ans plus tard, Lunéville est mise à sac et incendiée. C'est là que de La Tour avait son atelier. Tout brûle, des œuvres comme ses archives. En attendant la reconstruction de sa maison à Lunéville, de La Tour viendra travailler à Paris. Comme chez Caravage, cette thématique est doublement traitée. D'abord parce qu'il existe une version antérieure, Le tricheur à l'as de trèfle. Et ensuite parce que les tricheurs ont souvent une diseuse de bonne aventure pour pendant. Regardons ce qui est directement dans le sillage de Caravage. Comparons les deux tricheurs. De La Tour reprend la mise en scène du tricheur de 3/4, permettant au spectateur de voir l'acte de tricherie. L'endroit où se déroule l'action reste également mystérieuse dans les deux tableaux. Et ce stupéfiant détail des ongles du tricheur, ça ne vous rappelle pas les pieds sales de la mort de la Vierge de Caravage ? Le spectateur du XVIIe siècle aurait immédiatement identifié les personnages en train de jouer au jeu de la prime, un jeu très populaire à l'époque. Nous, on connaît la belote, le poker. Bon, faisons comme le spectateur d'alors. Prenons le temps de regarder ce tableau et déchiffrons les codes subtilement distillés. On voit des personnages jouant aux cartes et une servante qui leur apporte du vin. 3 d'entre eux sont rapprochés et un autre à l'écart. Les 3 vont ensemble car ils sont complices et l'autre est leur proie. La proie idéale même car il est jeune, donc inexpérimenté et riche. Regardez son costume de soie brodé d'or et d'argent et le nombre de pièces en or qu'il est prêt à miser. La belle joueuse fait un geste de la main. Ainsi, elle indique à son complice qu'il doit jouer. Comme par hasard, c'est le moment où la servante arrive pour servir du vin. C'est un indice de sa complicité dans le trio. Elle est là pour faire diversion, afin que le jeune homme ne se rende compte de rien. Un signe avant-coureur, la plume de son chapeau. Oui, ce jeune homme de bonne famille va littéralement se faire plumer par le trio de pipeurs. C'est comme ça qu'on appelait les experts de la tricherie aux cartes. Le cou de la belle joueuse, au décolleté prometteur, est orné de perles, traditionnellement attribuées aux prostituées. Ce que confirment les perles des boucles d'oreilles en forme de poire, signe de luxure. Ce détail c'est en plus, au cas où vous auriez encore un doute sur le rôle de la jeune femme. Les intentions de l'autre joueur masculin, si elles sont inconnues du jeune homme de bonne famille, sont immédiatement identifiées par le spectateur du tableau. On voit bien qu'il va tricher pour gagner. D'une certaine manière, le peintre fait de nous des complices. De La Tour a ajouté d'autres éléments pour le spectateur, les jeux de regard, et une attention particulière apportée au travail des mains, outil indispensable à la tricherie. Ici encore, on sent bien le discours moralisateur. Attention, si vous vous rendez dans des tavernes, vous risquez de vous enivrer, d'être séduit par les femmes et volé. Ce genre de tableau est aussi révélateur des différentes classes sociales. Le jeune homme désœuvré vient ici pour se distraire. Quant aux 3 autres, c'est la façon qu'ils ont trouvée pour gagner leur vie. Venons-en au Lenain. Si je parle au pluriel, c'est qu'il s'agit de 3 frères. Antoine l'aîné, Louis au milieu et Mathieu. Originaire de Picardie, il monte à la capitale et s'installe naturellement dans le faubourg Saint-Germain-des-Prés. C'est le quartier où se retrouvaient les peintres étrangers, notamment flamands, et ceux venus de province. Au Louvre, nous possédons ces petits joueurs de cartes. À Londres, presque à l'identique, une version postérieure. Bien sûr, on pense d'emblée que notre version du Louvre est l'esquisse pour la version définitive de Londres. En fait, non. Le petit format du Louvre est réalisé sur cuivre, un matériau durable et plus précieux que la toile. Par ailleurs, ce support permet un travail très précis et le cuivre réfléchit la lumière, ce qui donne plus de profondeur au travail à l'huile. Ce petit tableau a donc été réalisé pour un commanditaire fortuné. Quand un tableau est bon ou a du succès, on en fait une copie. La version de Londres a donc vraisemblablement été réalisée dans cet objectif. Ce tableau a été volé en 1979, lors d'une exposition sur les Lenins au Grand Palais. Il a été retrouvé 13 ans plus tard. Lequel des 3 frères en est l'auteur ? Les experts s'accordent sur Louis. Il faut dire que les frangins n'ont pas facilité le travail des historiens d'art. Unis dans la vie comme dans le travail, ils ont toujours signé Lenin Fécite, sans préciser de prénom. À la différence des précédents tableaux sur ce sujet, ici pas de propos moralisateurs. On voit juste une bande de gamins en train de s'amuser en jouant aux cartes. Habituellement chez les Lenins, les personnages regardent le spectateur. Ici non, trop occupés à jouer. Un seul nous regarde, une sorte de signature des Lenins.
Ce personnage disparaîtra dans la seconde version. En revanche, ce qui est constant, c'est l'ajout d'un enfant, souvent à l'écart, ignoré de tous. Les Le Nain, c'est un mystère encore bien gardé. J'éviterai donc de formuler des interprétations fantaisistes. Laissons le travail d'analyse aux experts et poursuivons notre visite. Maintenant, Jean Michelin. Le pauvre homme semble être le fantomas de la peinture. On ne sait quasiment rien de lui. Ces tableaux étaient d'abord attribués aux trois frères avant qu'on ne distingue une différence de traitement, de composition et même de force. C'est ainsi qu'est né Michelin, tantôt considéré comme suiveur, tantôt comme pasticheur des trois frères. À l'instar de celui des Le Nain, je pense que ce tableau montre également une distraction plutôt qu'un message moralisateur. Enfin, distraction, c'est beaucoup dire. Les personnages réunis dans cette pièce semblent complètement isolés, sans expression, figés comme des figurines. Le seul qui ressemble vraiment à un être humain, c'est celui qui s'est endormi sur sa chaise. Pour le coup, il est tellement réussi qu'on s'attend à ce qu'il chute à chaque instant. Bon, je sens qu'il est temps de faire une pause. On se retrouve la semaine prochaine si vous le voulez bien, et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.